Mesdames, Messieurs, bonsoir. Invité de la presse, aujourd'hui nous recevons Modeste Boukadia, président du Cercle des démocrates et républicains congolais. Guy Richard et moi-même allons discuter avec l'homme de la vie socio-politique et économique du Congo. Mais avant tout, allons apprendre à connaître l'homme. Modeste Boukadia est congolais, né le 15 juin 1954 à Brazzaville. L'homme est marié et père d'un enfant de 28 ans. Professionnellement, Modeste Boukadia est responsable du secteur Afrique centrale au sein de Betra International INC, dont le siège central est à Québec, au Canada. Il est conseiller pour la recherche et le montage des financements adaptés pour les investissements des grandes sociétés. Associativement, Modeste Boukadia est président fondateur du groupe Action pour la Banque africaine GABA, réflexion sur la nécessité d'une banque centrale africaine. Il est vice-président du Centre Intec, presse Eurafrique, fondé en 1959, répertorié aux médias SIG, qui n'est autre que le service d'information gouvernementale de la France. Il est membre du Presse Club de France, membre des IPF, IDF, membre du club 224 qui est centré sur les études et analyses économiques, financement international et macroéconomie, réflexion sur le rôle des banques centrales. Modeste Boukadia est aussi secrétaire, membre fondateur et secrétaire général de l'association Brazzaville Capitale La France Libre 1939-1945, secrétaire de l'association Solidarité pour les enfants du Rwanda. Politiquement, Modeste Boukadia, qui est un nutritionniste, spécialiste de sylviculture et du financement international, il a fait, en passant soit dit, des hautes études théologiques en France auprès des jésuites et jansénistes. Modeste Boukadia, dis-je, est ancien membre du FEDERCO, le Front démocratique de la résistance congolaise, et plus tard il est devenu également membre du mouvement patriotique congolais. Il est l'organisateur à Paris, à la place Victor Hugo, à l'Assemblée du Congo, de la première marche de contestation contre le système PCT pour exiger la convocation de la conférence nationale. Il est délégué des forces de l'opposition extérieure à la conférence nationale souveraine, vice-président du bureau de contrôle de l'organisation du référendum constitutionnel du 15 mars 1992 à Paris, président, je l'ai dit tout au début, du Cercle des démocrates et républicains congolais. L'homme est politiquement influencé par les humanistes pères de l'indépendance du Congo. J'ai cité Machwa, Ibaliko, Opango, Chikaya, Yulu. Il s'inscrit donc dans la filiation des idées et des actions de ces pères fondateurs de l'indépendance du Congo, mais il connaît également les influences des humanistes comme Cheikh Anta Diop, Nelson Mandela, Pierre Mendès France, John Maynard Keynes, Karl von Clausewitz. Modeste Boukadia, pour terminer, est candidat à la présidence du Congo. Acteur politique engagé depuis 1983, sa vision est de rendre au Congo l'amour qu'il lui a donné en agissant pour qu'avec ses citoyens, ses concitoyens, ils vivent en paix. Son objectif, unir les Congolais pour le rayonnement du Congo. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bonsoir. Et bonsoir, monsieur Modeste Boukadia. Bonsoir, messieurs. Pour tout commencer, est-ce que vous pouvez nous repréciser votre vision pour le Congo? Et ma vision pour le Congo est simple. Je souhaite que chaque Congolaise et chaque Congolais s'approprie notre République, celle du 28 novembre 1958, créée dans cette belle ville, Pointe-Noire, de telle sorte que, avec la restauration de l'État et de ses structures, qu'il n'y ait plus de Congolais de seconde zone, mais que tous les citoyens et toutes les citoyennes de ce pays soient inscrits à la même enseigne. Je veux dire par là
qu'il n'y aura pas les citoyens du Nord, des citoyens du Sud, du Centre, mais essentiellement des citoyens et des citoyennes congolais. En d'autres termes, je suis venu au Congo en apportant deux outils, une aiguille et du fil, pour recoudre le Congo, pour que le Congo redevienne uni. Voilà ce que je peux dire en gros, pour qu'on ne dise plus, tiens, il y a la cuvette Est, la cuvette Ouest, Oyo droit, Oyo gauche, le Nibolek, les Tchèques, les ceci, les cela. Je pense qu'il est temps que ces appellations qui nous font mal, qu'on peut dire aussi qui peuvent revêtir d'un caractère injurieux, un caractère tribal, n'existent plus. C'est dans ce cadre-là que je suis venu pour que tous ensemble, tous les Congolais, nous regardons de l'avant et que nous allions de l'avant. Guy Richard. Merci bien, Charles Benkala. Monsieur le Président, vous venez là de dire que vous aimeriez que le Congolais, enfin tous les Congolais et toutes les Congolaises s'approprient de leur Congo. Ça veut dire pour vous que le Congo a été confisqué. Alors comment est-ce que vous pouvez expliquer aux Congolais qui sont là, qui pensent que c'est ils sont dans leur pays, qu'un matin, qu'ils apprennent que le pays a été confisqué? Quel est votre point de vue là-dessus? Ben, tout le monde peut s'en rendre compte. Si le Congo appartenait au Congo, aux Congolais, il est à parier que nous aurons de l'électricité de manière permanente, nous aurions de l'eau courante, que les routes seraient entretenues, sinon construites, il n'y aurait pas de poubelles partout. Ça se voit. Il n'y a que des étrangers qui peuvent se comporter de la sorte en laissant leur patrimoine à l'abandon. Si le Congo appartenait aux Congolais, nous n'en serions pas là. Je veux dire par là que celui qui a confisqué le Congo en écartant les Congolais n'est autre que le PCT. Et il faut lui faire un procès? C'est le Congo, les Congolais qui doivent lui faire un procès aux prochaines élections. Cela va de soi. Par procès, j'entends que les Congolaises et les Congolais doivent le sanctionner politiquement pour que le PCT ne gère plus le Congo et les ressources congolaises, ainsi que les ressources humaines congolaises. Monsieur le Président Modeste Bokadia, vous avez, avec les autres, je pense à Ange-Édouard Pungui et Mathias Nzan, vous avez pris le courage déjà à l'heure qu'il est de vous prononcer comme étant candidat à l'élection présidentielle. De ces deux candidats que je viens de citer, celui de l'UPADS, donc M. Ange-Édouard Pungui, et M. Mathias Nzan, quel est celui qui vous effraie le plus? En mettant à l'écart M. le Président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, donc, qui gère la République. Si vous étiez donné le soin de regarder, quel est celui qui vous effraie le plus? Vous pensez que M. Ange-Édouard Pungui et M. Mathias Nzan peuvent m'effrayer? Ce sont des Congolais. Pourquoi j'aurais peur des Congolais? Je n'ai pas à m'effrayer, personne ne peut m'effrayer. Ce sont des citoyens congolais. Donc, de ce point de vue-là, ils ne peuvent pas m'effrayer. Par contre, si vous voulez dire quel est le candidat qui sera en mesure avec lequel je peux débattre, je peux avoir un débat en face des Congolaises et des Congolais en vue de cette élection. Si la question est dans ce sens-là, il faudrait d'abord que mes deux amis, Mathias Nzan et Ange-Édouard Pungui, s'accordent sur leur bilan de la gestion du Congo. L'un comme l'autre ont géré le pays. Au moment où ils l'ont géré, ils n'avaient pas les ressources nécessaires, les capacités intellectuelles nécessaires, les capacités morales nécessaires pour nous donner un Congo prospère. Ce n'est que maintenant qu'ils se rendent compte, mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Non, personne ne m'effraie. Ce sont des citoyens, comme tout autre du reste, mais j'aimerais
que si vous estimez que ce sont mes concurrents immédiats, ils doivent d'abord dire aux Congolais et aux Congolaises pourquoi, quand ils étaient aux affaires avec le président de la République, ils n'ont pas su conseiller monsieur le président de la République pour que le Congo n'arrive pas à ce stade. Mais Modeste Boukadia, si vous pensez que le fait pour Ange-Edouard Pungi et Mathias Nzong d'avoir été aux côtés de M. Denis Sassou Nguesso, commande de la République, peut être un handicap, en quoi est-ce que, pour vous, le fait de n'avoir pas été dans les sérails gouvernementales, on va dire, serait un atout majeur? Tout simplement parce que le monde actuel, le monde nouveau dans lequel nous vivons, aspire à une autre dimension politique. Le monde actuel veut une nouvelle politique. Prenez en France l'élection du président Nicolas Sarkozy. Il y avait en face des hommes politiques et des femmes. Dès lors qu'ils avaient servi une ancienne politique, ils ont été balayés. Prenez aux États-Unis avec M. Barack Obama. Il avait en face des candidats de gros calibre, mais dès lors que ces candidats avaient déjà géré, le grand peuple américain a dit non, nous voulons une nouvelle figure. Pour M. Ange-Edouard Pungi, ce n'est pas moi qui fais son procès, c'est la conférence nationale souveraine. C'est lui qui était le Premier ministre. La conférence nationale souveraine l'avait congédié. Ça veut dire qu'il avait mal géré. C'était quand même lui le Premier ministre. Quant à mon ami Mathias Nzong, c'était le grand argentier, c'est-à-dire celui qui avait la bourse pour que les Congolais vivent mieux. Il avait la charge de revoir toutes les situations qui se posent à nous, ne fût-ce que sous le plan de des grilles salariales. Mais je voudrais vous signaler que, en ce qui concerne mon ami Mathias, qui est un bon cadre, c'est un bon cadre, c'est vrai, il faut savoir l'utiliser. Mais il faut l'utiliser là où il est compétent. Quand il avait été ministre des Finances et de l'Économie, immédiatement après la tragédie du 5 juin, les produits de première nécessité avaient grimpé jusqu'au jour où, quand je suis allé à la télévision congolaise, j'ai dit que c'était un tort. Le président de la République lui-même lui avait dit « Alors Mathias, vous êtes contre moi », c'est ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il a une mauvaise politique. En tant que ministre de l'économie et des finances, il n'avait pas montré ses talents. Pourquoi voulez-vous qu'il puisse m'effrayer aujourd'hui? Monsieur le Président, à vous entendre parler, vous venez là de balayer deux candidats qui sont de gros poissons en fait pour le public qui étaient des gros poissons pour la République, que vous venez là de mettre un peu à l'écart. Il en reste un, Monsieur le Président, que je n'ai pas cité avant. Celui-là même qui paraît être le candidat de la France. C'est M. Nick Fila de Saint-Eudes, qui a été un ami de M. Sarkozy, l'actuel président de la France, un ami de classe, à entendre parler ceux qui sont autour de lui. Alors, ce candidat-là, vous qui avez passé beaucoup de temps en France, Monsieur Nick Fila, comment le pesez-vous si vous êtes vous vous retrouvez en face de lui? Un débat télévisé avec Nick Fila de Saint-Eudes, avant même, comme Ségolène Royal l'avait demandé, avant même les présidentielles. Qu'est-ce que vous aurez à lui dire? C'est qui n'a encore rien géré dans ce pays, à la limite. J'avoue que je ne le connais pas. J'ai entendu parler de lui. Vous dites qu'il a fait les mêmes classes avec qui? Nicolas Sarkozy, l'actuel président. Donc c'est un magistrat, c'est un avocat. Il est financier. Monsieur Nicolas Sarkozy est un avocat. Ceci étant dit, certainement, ce n'est pas parce qu'on a des amis en France que cela donne un atout
pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. En tout cas, quand je l'aurai rencontré, s'il y a une possibilité, je pourrais discuter avec lui. Et pour l'instant, je ne le connais pas. J'entends son nom. Mais je ne connais pas exactement quelle est sa réflexion en matière économique, en matière macroéconomique, et plus précisément, en quoi il est en mesure de nous proposer un changement de politique nationale, dans la mesure où j'ai cru comprendre qu'il avait déjà été candidat et qu'en cours de route, il avait disparu. Monsieur le Président, cela laisse entendre une chose. Vous paraissez être celui-là qui vous habillait même du manteau du futur Premier ministre au cas où, tel que l'opposition le demande, de passer à un gouvernement de transition. Parce que tous les candidats, à vous entendre parler, ont géré le pays, sauf celui que vous ne connaissez pas assez bien. Donc vous êtes le seul qui vous présentez là comme étant l'homme qui n'a jamais géré ce pays, l'homme qui n'a jamais rien fait en termes de... Enfin, vous n'avez pas les mains sales, je vous l'ai dit. En tout cas, elles sont bien propres. Merci, Monsieur le Président. Vous n'avez pas les mains sales. Alors, si Monsieur le Président de la République actuelle venait à dire, lorsqu'on arrivera peut-être à la vacance de pouvoir et que l'opposition faisant pression, dit bon, écoutez, on adopte la proposition de l'opposition congolaise, gouvernement de transition, recensement, et qu'il vous tendait la main, Monsieur le Président, en disant, soyez mon Premier ministre, chef du gouvernement de transition. Quelle serait votre réaction? Vous savez qu'aujourd'hui, le pays est en vacances de pouvoir. Depuis le 5 mars dernier, puisque M. Sassou Nguesso avait été élu président de la République le 5 mars 2002, comme je l'ai souligné lors du débat de la presse, et que j'étais le premier à poser ce problème de vacances. Pour ce qui est de la nomination d'un Premier ministre, chef de gouvernement, il faut qu'on s'entende bien selon quels critères et selon quelle configuration constitutionnelle. En tout cas, la loi suprême imposée de force au peuple congolais en janvier 2002 ne prévoit aucune place d'un Premier ministre en dehors du chef de l'État lui-même, qui est chef de gouvernement, chef de l'exécutif. Ça veut dire que M. Denis Sassou Nguesso est le Premier ministre du président Sassou Nguesso. Donc, si on veut avoir un Premier ministre, il faut qu'on aménage certaines choses. Si on reste dans le cadre constitutionnel de janvier 2002, la prise d'un décret présidentiel par le président Denis Sassou Nguesso pour créer au sein de cette constitution, de manière exceptionnelle, le poste de Premier ministre, chef de gouvernement, chargé de conduire donc la politique de la nation. On examinera. Si, du fait qu'il y a vacance du pouvoir, que M. Sassou Nguesso n'a plus la légitimité constitutionnelle de prendre les grandes décisions du pays, on peut donc voir, comme je l'ai déjà dit dans un des communiqués de presse, quand j'ai dit que M. le Président de la République doit se hisser au-dessus de tout pour calmer le chaos ou la cacophonie qui se prépare par ici, par là. En se réappropriant de manière exceptionnelle la Constitution du 15 mars 1992. Cette Constitution, jusqu'alors, qui n'a jamais été abolie parce qu'elle avait été adoptée par l'ensemble du peuple congolais. Et c'est aussi le peuple congolais sans vous entraver qui a voté en 2002. Mais non, parce que, oui, mais seulement on avait forcé la procédure. Ça veut dire qu'il y aurait eu deux questions. Voulez-vous abroger la Constitution du 15 mars 1992
Et dans ces conditions, voulez-vous adopter la Constitution de janvier 2002? Mais, M. Sassou Nguesso, faisant confiance à ses conseillers, lui ont conseillé de prendre une note de service, c'est-à-dire l'acte fondamental pour abolir un arrêté. Du point de vue administratif, ça n'existe pas. Voilà pourquoi. La situation était tout de même exceptionnelle à ce moment-là, parce qu'on sort d'une guerre. On sort d'une guerre et on suppose que il y a eu refus de tout ce qui s'est fait entre-temps pendant les 5 ans de l'Issouba, puisque cela a été décrié par-ci par-là. Donc il y a eu situation exceptionnelle et à ce moment-là, on ne pouvait que prendre un